Alors, la question de l'autonomie, le contraire, l'autonomie, on ne sait pas trop ce que c'est. Hein. Par contre, quand il n'y a plus d'autonomie, on sait très vite ce que c'est, que les problèmes que ça donne, c'est la dépendance. Et donc, quand on n'a plus d'autonomie, par exemple, quand les Grecs ils ont perdu contre les Perses au 5e siècle avant Jésus-Christ, on leur a juste dit vous n'avez plus la terre et vous n'avez plus l'eau. La terre et l'eau, c'est plus à vous, c'est les Perses. Et du coup, plus d'autonomie. Donc l'autonomie, on a du mal, mais quand il n'y en a plus, on sait bien ce que c'est. Alors l'autonomie de qui? Alors là, on va réfléchir sur un territoire qui est notre territoire du département des Hautes-Alpes. Donc c'est 140 000 habitants. Et puis l'autonomie, c'est quoi? C'est assez difficile à définir. Il y en a qui peuvent dire c'est avoir assez pour vivre. Alors la question, qu'est-ce que ça veut dire vivre? Ou alors est-ce que c'est avoir assez pour survivre? Qu'est-ce que ça veut dire aussi survivre? Alors actuellement, notre système, il favorise les échanges, on le sait, avec les régions voisines, le monde, etc. Donc le département avec les autres départements. Hein. Et du coup, ces échanges merveilleux qui se passent dans le monde entier, ça permet d'éviter des pénuries alimentaires et énergétiques. Alors il y a un mais, effectivement, ça permet, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a par exemple un blocage sanitaire? Ce qui fait qu'on ne peut plus transporter les animaux, la nourriture. Qu'est-ce qui se passe s'il y a des mauvaises récoltes mondiales dans le grenier à blé du monde ou dans le grenier à riz? Qu'est-ce qui se passe? En général, les pays ils bloquent les exportations. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer pour les autres? Et qu'est-ce qui se passe s'il y a des guerres entre blocs, si la Chine, les USA et puis l'Europe est au milieu? Qu'est-ce qui se passe si on utilise l'alimentation, l'énergie comme des pouvoirs? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Et du coup, qui se prépare à un possible blocage des échanges? La réponse est presque dans la question, pas grand monde, hein, voire personne. Alors, on va regarder un petit peu au niveau du territoire ce que ça veut dire à partir de chiffres. Alors, les chiffres, hein, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Ce que je peux vous dire sur les chiffres que je vais vous donner, c'est qu'ils sont difficiles à trouver et puis qu'ils sont discutables, profondément discutables. On peut en trouver d'autres, des différents, et on peut se poser des questions très longtemps. Mais mon objectif, il n'est pas de celui-là, il est de donner des ordres de grandeur pour réfléchir à notre question de l'autonomie. Donc ce sera juste pour arriver à des ordres de grandeur. Alors, partons d'une première autonomie, l'autonomie alimentaire pour quelqu'un, en gros, il faut... Alors là, vous voyez, j'ai mis mes sources en bas, si vous avez d'autres sources, vous aurez de le donner. Il faut 1000 à 1500 mètres carrés de culture pour nourrir un être humain. Alors, il faut 200 mètres carrés pour faire 60 kg de céréales. Il faut 400 mètres carrés pour produire 50 kg d'oléagineux. Et puis après, il y a les fruits, légumes, légumineuses. Il faut produire des fruits, il faut 120 mètres carrés. Il faut 20 mètres carrés pour faire 50 kg de choux et autres. Il faut 20 mètres carrés pour les tubercules. Il faut 30 mètres carrés pour les autres légumes, carottes, oignons, etc. Et puis 120 mètres carrés pour des légumineuses. Donc la source, hein, là c'est Ferme d'Avenir, je vous ai mis les sources en bas. Donc voilà, ça donne des ordres de grandeur. Et donc si on utilise ces ordres de grandeur, l'autonomie alimentaire, s'il faut 1000 à 1500 mètres carrés par personne, bon, il y a 140 000 habitants, et bien ça fait combien d'hectares? Ça fait qu'il faut quand même utiliser 20 000 hectares sur le département de surface pour arriver à nourrir les 140 000 habitants. On parle des 140 000 habitants sur les Hautes-Alpes. Alors pour les fruits, légumes, légumineuses, il faut 5 000 hectares, dont, alors la décomposition, il va falloir 2 000 hectares pour les fruits, 2 000 hectares pour les légumineuses, et puis 300 hectares pour les choux et les tubercules, et puis pour les autres légumes, 500 hectares. Donc on a en gros quelle surface on a besoin pour essayer de nourrir notre population. Alors, les Hautes-Alpes, ça va. Il y a 95 000 hectares cultivables. Et puis, il y a 15 000 hectares irrigables. Donc, jusqu'ici, tout va bien, même plus que bien. A priori, il y a largement de quoi faire. On a 4-5 fois plus de surface. Alors maintenant, on va essayer de détailler un petit peu.
on va regarder pour les légumes, légumineuses. Donc on a vu qu'il fallait 3000 hectares pour nourrir 240 000 habitants. Et alors, pour regarder la réalité, donc il y a différentes bases de données. Donc en 2000, on avait 100 hectares. Et puis en 2010, pour les légumes frais, on a 90 hectares. Alors il y a une autre source différente, qui était un article dans Alpes et Midi, qui disait que la filière maraîchage recouvrait 226 hectares. Que ce soit un chiffre ou l'autre chiffre, vous voyez déjà que c'est en baisse, a priori, et puis que par rapport aux 3000 hectares dont on a besoin, ça fait une autonomie de maraîchage de 3 à 8%. Et alors si on veut comparer avec un autre pays, hier, ma fille qui est arrivée en Suisse et puis qui cherche à faire du maraîchage, elle m'a envoyé un article hier soir qui parlait de l'autonomie alimentaire suisse, justement, ils se posent les mêmes questions, et eux ils ont calculé qu'ils avaient une autonomie de maraîchage de 55% pour la Suisse. Donc on voit sur notre territoire une autonomie très très faible. Alors, si on regarde d'autres domaines, si on regarde les fruits, il nous faut 2000 hectares pour des 140 000 habitants. La réalité du territoire, on a largement de quoi, puisqu'on a 3000 hectares, c'est normal, on voit des fruitiers partout. Et par contre, c'est en baisse en 2010. Donc aujourd'hui, l'autonomie en fruits, c'est largement suffisant, c'est 130%. Ça explique qu'on peut exporter facilement. Alors, pour les céréales et les oléagineux, donc en tout, il faut 9000 hectares pour nourrir tout le monde, et la réalité du territoire, c'est une réalité qui était assez large, il y avait 12 000 hectares en 2000, mais en 2010, il n'y a plus que 9700 hectares. Donc, on a encore une autonomie de 110%. Mais la question, c'est, je n'ai pas eu les chiffres 2020, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont les donner, et peut-être qu'en 2020, on n'aura plus cette autonomie. Alors, si on regarde d'autres autonomies alimentaires, on peut se poser la question, combien on consomme de viande et est-ce qu'on en produit autant que notre consommation pour les habitants des Hauts-de-Seine. Alors, j'ai pris une consommation nationale. La consommation nationale, c'est 76 kg par personne par an. Bon, il y en a ici qui sont à 0 kg, c'est pas compliqué non plus. Et le régime semi-carné, c'est où on mangerait moitié moins de viande, ce serait 38 kg par an. Et du coup, j'ai pris ce régime semi-carné en disant, on fait un effort tous de revenir. C'est pas un effort colossal, c'est revenir comme dans les années 60. Dans les années 60, on consommait moitié moins de viande qu'aujourd'hui. Et du coup, pour toute la population des Hautes-Alpes, ça fait 5000 tonnes. Alors si on regarde, qu'est-ce qu'on produit? Si on ajoute le poids des bovins, des 5000 bovins, des 140 000 ovins, les volailles, je n'ai pas les chiffres, je ne sais pas, ça fait 3800 tonnes. Donc en gros, on a une autonomie en viande de 75%. Alors, il y en a certains qui sont intéressés par le lait aussi, et a priori on dit qu'on est dans les Alpes, donc on devrait être excédentaire en lait. En fait, si on prenait que le lait, ça irait, mais en gros, le français, il utilise 500 litres de lait par an par personne, parce qu'il mange du beurre et du fromage. Et donc, pour la consommation des Hautes-Alpes, il faudrait 70 millions de litres de lait, et la réalité de la production sur le territoire, c'est 25 millions de litres de lait. Donc, on a une autonomie en lait de 40%. Alors, on peut voir autrement le cheptel. On peut voir aussi qu'on a besoin du cheptel, pas forcément pour manger, mais aussi pour l'entretien de l'espace et la lutte contre les incendies. Donc, on a vu que l'Espagne, le Portugal, toutes les forêts brûlent, aux États-Unis c'est pareil. Nous on regarde et on attend que ça vienne chez nous, on dit non, ça ne va pas venir. Mais évidemment, ça va remonter, y compris dans les Hautes-Alpes. Donc évidemment, ça va remonter un jour. Évidemment, pour qu'il y ait moins d'incendies, il va falloir, je ne sais pas, sûrement avoir des grands coups de feu. Et avoir des coups de feu, il faut probablement avoir du cheptel, ovin ou bovin, qui entretient et qui fait qu'il y ait moins d'incendies. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut être chiffré aussi. Et donc, on pourrait essayer de chiffrer, sachant qu'on va avoir plus d'incendies, si on veut en avoir pas trop, comment il faut qu'on organise la forêt et avec le pâturage, avec aussi le cheptel qui
qui entretient cette forêt. Et donc, quel serait le besoin en pâturage complémentaire, quel serait le besoin de nourriture? Ça, je n'ai pas les chiffres. Je vous dis, ben voilà, c'est une réflexion. Par rapport à l'autonomie, c'est la même question. Si on veut être autonome, il ne faut pas que notre territoire évolue. Donc, pour le cheptel, il y a ces questions-là. Alors, il y a une question qui travaille tout le monde, hein, c'est la question de l'eau. Alors, la question de l'eau, si on regarde quelques chiffres, Serre-Ponçon, l'unité, c'est millions de mètres cubes, hein, parce qu'il y a de l'eau quand même à Serre-Ponçon. Donc, grosso modo, on a quand même pas mal d'eau. Et donc, on a 2000 millions de mètres cubes dans Serre-Ponçon, et ils garantissent en été 200 millions de mètres cubes pour irriguer 150 000 hectares. Alors, les 150 000 hectares, c'est pas que pour les Hautes-Alpes. Mais du coup, la question qui se pose, c'est... donc là, je vous ai mis pour les Hautes-Alpes. Donc pour la Durance, ben voilà, il y a 20 millions. On pourrait supposer qu'aujourd'hui, on affecte en gros 10% de l'eau de Serre-Ponçon aux Hautes-Alpes. C'est en gros ce qui doit se passer. 20 millions de mètres cubes. Mais qu'est-ce qui va se passer dans X années et X, ça peut ne pas être très loin, quand le GIEC annonce qu'il y aura 30% d'eau en moins, globalement. Donc si on a 30% d'eau en moins, on passera de 20 millions de mètres cubes à 14 millions de mètres cubes. Ben, comment on s'arrange avec ça? Et puis pour le BEJ, j'ai mis des points d'interrogation quand je n'ai pas les chiffres. Je ne les ai pas trouvés, je n'ai pas eu le temps d'aller les chercher, etc. Et donc si on regarde les hectares irrigués dans les Hautes-Alpes, il y en a 13 000. Donc c'est en gros 10% de l'irrigation de Serre-Ponçon. Hein. Il y en a 6 000 dans le BEJ. Et puis la deuxième question qu'on peut se poser, c'est... Posons-nous juste une question. On avait vu que notre autonomie en fruits et légumes, non pas en fruits, mais surtout en légumes, légumineuses, on était loin du compte. Hein, le maraîchage, on est loin du compte, on était à 3,8% d'autonomie. Si on se disait tout d'un coup, tiens, on va viser une autonomie beaucoup plus forte. Si on vise une autonomie beaucoup plus forte, bah à ce moment-là, il faudrait savoir combien d'hectares de maraîchage on va faire, et puis après, combien d'eau on a besoin pour ce maraîchage. Et là, voilà, donc, bon, ça c'est des chiffres moyens qu'il faudra affiner sur notre région précisément. Mais un hectare de maraîchage en plein champ, bah, il faut 3500 mètres cubes d'eau par an. Et puis si c'est sous serre, il en faut 3-4 fois plus. Bon, en gros, si on a besoin pour une autonomie du territoire pour les fruits, légumes, légumineuses, on a besoin de 5000 hectares, puis on a besoin d'arroser. Ça fait en gros 20 millions de mètres cubes. Donc pour uniquement les fruits, légumes, légumineuses, on a besoin de 20 millions de mètres cubes d'eau, qui est l'équivalent de ce qu'on a aujourd'hui par Serre-Ponçon. Voilà, mais on n'a pas vu le reste. On a vu juste, si jamais on voulait développer l'autonomie en maraîchage, donc fruits, légumes, légumineuses, combien ça nous exigerait d'avoir d'eau. Et vous voyez que c'est quand même colossal. Et là, il faudrait rajouter tous les autres besoins d'eau, par exemple l'eau pour la nourriture, pour le cheptel, pour fabriquer tout le reste. Alors, il y a l'autonomie, on a essayé de regarder un peu les questions d'alimentation. On va regarder un peu le chauffage. Il faut manger, le minimum, il faut manger, puis il faut se chauffer un peu l'hiver, bien qu'on n'a pas trop besoin de se chauffer. Alors, si on fait un calcul vraiment d'ordre de grandeur, et qu'on dit, ben voilà, si tout le monde se chauffait au bois, parce qu'effectivement, se chauffer au fioul, ça ne va plus être trop possible si on vise l'autonomie, on n'a pas trop de pétrole. Donc si on se chauffe au bois, tout le monde a besoin un peu de bois, donc mettons que ce soit 1,5 ster par personne pour se chauffer tout l'hiver. Ben pour l'ensemble de la population, il faut de l'ordre de 200 000 mètres cubes de bois. Alors, est-ce qu'on a 200 000 mètres cubes de bois? Est-ce qu'on a une autonomie par nos forêts? Alors, la surface disponible en forêt, les Hautes-Alpes, c'est 250 000 hectares, donc c'est très vaste. Et ça permet effectivement de faire du bois pour l'industrie, du bois d'œuvre et du bois de chauffage. Et donc, vous voyez, le bois de chauffage, on en fait 40 000 mètres cubes. Donc, la question, on en fait pour l'instant 20%. De ce qu'on aura besoin pour une autonomie si tout le monde se chauffe au bois. Maintenant, l'autre question, c'est est-ce que si tout le monde se chauffe au bois demain,
est-ce qu'on peut ramasser ces 200 000 m3 dans la forêt? Ben, la réponse, elle est oui, parce que effectivement, sur chaque hectare, sur chacun de ces 250 000 hectares, on peut prélever entre 3 et 7 m3 suivant les essences. Alors ça, c'est des chiffres officiels, peut-être qu'il faut en prélever beaucoup moins, mais mettons qu'on en prélève que 3 m3, ben vous voyez qu'on a largement de quoi faire, on a de quoi faire 700 000 m3. Donc on a de quoi faire 3 fois ce dont on a besoin. Donc en tout cas, pour la question de l'autonomie en bois de chauffage, si on veut être autonome avec le chauffage au bois, aujourd'hui on est à 20%, mais c'est très facile, ben c'est très possible de rapidement arriver à 100%. Alors, une autre question, ben voilà, on voudrait avoir un minimum d'énergie qui provient du solaire, et du coup, quelle surface on a besoin? Alors, supposons que chaque foyer a besoin de 3 kW, mettons qu'il a besoin de 10 panneaux, chaque foyer, donc ça fait 15 mètres carrés de panneaux, il y a 60 000 foyers dans le département, donc vous voyez, ça fait 100 hectares. Alors 100 hectares, du coup, c'est pas beaucoup, 100 hectares. Alors la question après, c'est ces 100 hectares, on les prend où? Est-ce qu'on les prend sur quelle surface? Et là, il y a plein de possibilités. Les possibilités qui se développent actuellement, c'est même de mettre des capteurs solaires sur des terrains qui ne sont pas exploitables parce qu'il fait trop chaud, et du coup, que les capteurs solaires fassent une protection et que dessous, on puisse faire de la production agricole. Vous voyez, on peut arriver à des trucs très, très astucieux. Donc l'autonomie de l'énergie solaire, en tout cas pour nos besoins de 140 000 habitants, c'est très facile à faire. Alors la question, voilà, on a regardé un petit peu, on a fait un petit tour rapide de différents petits problèmes d'autonomie. Il y en a beaucoup d'autres, j'ai cerné 2-3. J'ai 20 minutes et puis après on débattra ensemble. Mais l'autonomie, ça veut dire autre chose. Ça veut dire autonomos, nomos c'est la loi en grec, et donc ça veut dire faire ses propres lois. Et donc la question de fond de l'autonomie, c'est est-ce qu'on peut faire nos propres lois? Alors par exemple, si c'est sur le département, ben, la question d'autonomie, est-ce qu'on peut faire en partie nos propres lois? Et la question c'est est-ce qu'on décide collectivement de notre avenir sur ces questions-là? Alors il y a un point d'interrogation, mais je pense que vous sentez que la réponse, elle est non. Bon, maintenant, après, on n'est pas tous d'accord, donc ce qui est intéressant, c'est de savoir par rapport à cette autonomie, est-ce qu'on veut viser de l'atteindre dans certains domaines ou pas? Et sur ces questions-là, ben, chacun va avoir des visions différentes. Et ce qui est intéressant, c'est justement d'échanger sur ces questions-là. Et donc là, je vais faire, avant de faire un débat où tout le monde pourra donner son avis sur ces questions d'autonomie, est-ce que c'est souhaitable, est-ce que c'est possible, je vous propose juste un petit sondage. Qui est-ce qui pense que c'est possible plus d'autonomie dans le département? Pas souhaitable. Qui est-ce qui pense que c'est possible plus d'autonomie? Ouais. Ah oui, en quoi? En quoi? Au moins dans un domaine. Au moins dans un domaine. Ouais. Bon, ben, là, quasiment tout le monde. Après, effectivement, il faudra le prochain coup qu'on réunisse 140 000 personnes, tout le département. Bon, en gros, ici, il y a une volonté d'autonomie qui est forte. Sans blague. Et maintenant, on va faire un petit exercice démocratique rapide, là. Pourquoi il est démocratique? Parce que, du coup, si on souhaite plus d'autonomie, si on le souhaite maintenant, ben, il va falloir prendre les moyens pour le mettre en place. Et du coup, c'est démocratique et c'est politique. Si on le souhaite collectivement nombreux, à ce moment-là, la question politique se pose. Comment on va faire concrètement pour le mettre en place? Et dans quel domaine? Alors maintenant, qui souhaite plus d'autonomie? Et qui ne souhaite pas plus d'autonomie? Oui, donc, voilà, il y a une majorité de souhaits pour plus d'autonomie. Par rapport à ces questions et puis par rapport à ces enjeux d'autonomie,
où on a vu que si on n'a pas les chiffres, on ne peut pas savoir de quoi on parle. Hein, tandis qu'avec les chiffres, on peut savoir un peu plus de quoi on parle. Et du coup, là, effectivement, c'est étrange, mais parmi vous, vous êtes quasiment à 99% à la fois penser que c'est possible et puis le souhaiter. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que vous êtes à la Confédération paysanne. Mais par contre, je pense que ce qui est très intéressant, c'est de refaire l'exercice collectivement à des dimensions de département. Voilà, donc je vous ai donné quelques chiffres, quelques billes, hein. Et effectivement, le point clé de la démocratie, il y a un philosophe que j'aime bien, qui est un philosophe américain du 19e siècle, qui s'appelle Dewey, et lui, il a écrit un livre qui s'appelait Théorie de l'enquête, et il disait, il n'y a pas de démocratie aux États-Unis, elle est en train de s'effondrer, et elle a dit, il disait, le seul moyen de refaire de la démocratie, c'est de faire collectivement des enquêtes sur des sujets qui nous intéressent. Et donc là, c'est ce que j'ai essayé de faire avec vous, c'est de commencer une petite enquête, alors moi de mon côté, mais normalement c'est une enquête collective. On amène tous ces infos, tous ces chiffres, et on essaye de comprendre. Voilà, donc j'ai fini l'introduction, maintenant, c'est... Où il est notre organisateur du débat? Il doit organiser le débat. Ah, il est parti, le traître. C'était qui? C'était... Il est parti, Baptiste. Bon,